Et bienvenue pour notre, c'est notre troisième déjà Facebook Live, troisième, vous vous rendez compte? Et alors là, on a la chance extraordinaire, c'est vraiment un événement. On a une star derrière nous. On a Sophie. Alors Sophie, c'est notre spécialiste enfant. Et alors vous allez devoir vous y habituer. Nous, ça fait très longtemps qu'on s'y habitue. Enfin non, on s'y habitue jamais. Et donc, elle commence à faire des vidéos malgré qu'elle tremblait tellement de faire des vidéos. Et non, là, on en a fait beaucoup ce soir. Vous les verrez toute la semaine sur ses albums préférés, ses livres ados préférés. Elle se débrouille bien, hein. Et puis vous verrez, elle a des conseils absolument fabuleux. C'est pas vrai, Fran? Ils sont magnifiques. Alors là, elle va vous quitter parce que elle a son chat et ses croquettes. Alors le chat, si jamais, voilà, je sais pas comment il s'appelle, comment le chat? Noël. Noël, bien sûr, c'est ça. Faut que j'y aille. D'accord. Bon, on va bien tout ça. Au revoir. Ne dis pas des choses que tu ne connais, enfin que je pense pas. Au revoir. Oui, elle fait. Ça y est, elle est partie, on va être tranquille. Alors, Thomas. Il y a quoi ce soir? Ce soir, on va commencer par un manga, une série que j'aime beaucoup, Promise to Neverland, aux éditions Kazé. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Là, le tome 4 vient tout juste de sortir et c'est vraiment super bien. Emma, Ray et Norman vivaient dans un orphelinat de rêve. Mais un jour, ils découvrent l'horreur. Qui est réellement maman? Ça se lit, ça se dévore. Le postulat de départ, pour le coup, on commence dans un pensionnat. On suit notre héroïne, Emma, qui adore ce pensionnat. Tous les enfants font partie de sa famille. Elle considère tous les profs comme ses parents. Malheureusement, un jour, elle va découvrir que ce pensionnat cache quelque chose de très sombre. Et qu'est-ce qui se passe des enfants qui sortent? Et ça se trouve, ils s'en sortent pas si bien que ça. Promise to Neverland, c'est vraiment... Il y a des morts? Il y a des morts, il y a du sang. Le manga? Mais il y a les morts. Il y a des morts, il y a Halloween bientôt. Ah ouais, et ça c'est parfait pour Halloween. C'est fait pour les enfants, donc on peut le lire à partir de 15-13 ans. De 13-15 ans plutôt, on va le dire comme ça. Et voilà, excellent. Gros carton au Japon. Il y a un magazine qui s'appelle le Shonen Jump au Japon qui diffuse les mangas. Et il cartonne, il est en tête du Shonen Jump depuis un bon moment maintenant. Je ne m'avancerai pas sur une date, mais ça fait vraiment longtemps. Et je comprends pourquoi au Japon il cartonne autant, parce que c'est peut-être le meilleur shonen de ce début d'année. Alors voilà, on a bien compris, hein, The Promise de Neverland, comme on dit dans le Poitou. C'est le manga de l'année pour Thomas. Exactement. Ensuite, on va faire un comics. Alors là, Steerless Beer Fighter. Oh oui. Et là, bon, c'est pas un truc d'intellectuel, clairement. Mais par contre, c'est pour moi. Ça détend totalement. Alors moi, j'ai pris un plaisir de lecture avec ça, mais qui était vraiment énorme. Steerless Beer Fighter, ça part sur un postulat de départ. On a un héros qui a été élevé par les ours. Et les ours, on essaye de dominer le monde. Il va être appelé par l'armée, parce qu'il connaît bien sûr parfaitement ces ours, et il va devoir les affronter. On est sur du pur délire. Un homme en torse nu qui va devoir affronter à main nue tous les ours. Et c'est vraiment totalement délire. Aux États-Unis ça a cartonné, ça vient tout juste de débarquer en France. Et je vous conseille pas loin quand même des fois. Et voilà, je vous conseille de vous jeter dessus. C'est vraiment une grande bouffée d'air frais. C'est un one shot, c'est édité chez eComics. Ça veut dire quoi, c'est one shot? One shot, c'est un seul tome. Ah d'accord, ok. Et franchement, waouh. Moi je suis âgé, donc il y a aussi des personnes âgées qui regardent, donc one shot, les enfants, c'est voilà. En un seul tome. Et retenez ça parce que pour les cadeaux de Noël, c'est à partir de quel âge? Ça, on peut le commencer à partir de 14 ans, je pense. D'accord. On y a toujours un peu de violence, donc c'est pour ça que je préfère pas le conseiller trop jeune non plus. 14 ans. Voilà, 14 ans. Ok. Alors juste vous redire que il y a une chose absolument. Moi, j'ai été gamin, il y a très longtemps. J'avais été complètement bluffé, bouleversé. Par le style, par l'histoire. C'est le bouquin de John Voight qui s'appelle Ceux de 14, qui vient de reparaître en Garnier Flammarion, qui a pour moi un des plus beaux livres écrits sur la guerre de 14, parce que il a vécu la guerre, il raconte sa vie, c'est vraiment, c'est pas un roman, hein, il raconte sa vie au quotidien, ses copains, la vie dans les tranchées. Il a d'ailleurs été sauvé, il aurait dû mourir, il a été sauvé par le bouton de son lavareuse, et la balle a ricoché sur le bouton. C'est magnifiquement écrit. Je trouve qu'il y a une injustice, c'est qu'on ne lit plus Genevois, et Genevois, c'est le style, il est incroyable, on comprend tout, c'est d'une clarté incroyable, et puis
et ben une fois vous êtes dans la guerre de 14, quoi. Alors vous alliez le côté, oui, vous alliez le côté style, c'est-à-dire de très grands écrivains français, et puis le côté témoignage, absolument. Il a l'art de vous transporter dans les tranchées. Et puis il y a le côté glauque, mais il y a le côté aussi du quotidien avec la cigarette, le vin, les lettres qu'on reçoit, la fille auquel on pense. On s'inquiète parce qu'elle n'écrit plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Puis il y a la boue, la mort. Moi je trouve que, alors c'est vrai, ça va être les vacances là, c'est les vacances là bientôt. Oui. Regardez, c'est vrai que c'est épais, mais ça se dévore. Ça vaut, vous voyez, c'est 2 pages de Christine Angot, c'est plus long que les 400 pages de, voilà, les 700 pages. Allez-y, franchement, c'est un des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et puis, comme c'est la guerre de 14 en ce moment, c'est les anniversaires de l'anniversaire de la guerre de 14. Allez-y, s'il y en a un à lire pour moi, c'est celui-ci. Voilà, c'est Ceux de 14 de Genevois. Je crois que vous aviez une BD sur une femme. Ah oui, ma BD historique. Alors là, excellent. Une grande découverte de cette dame, Violette Maurice. Et là, bah moi, ça m'a fait un peu penser à Darnan pour le coup, parce que ça m'a appris des choses. Vrai, Darnan. Ça m'a appris des choses sur un personnage, enfin sur une personnage plutôt qui était, voilà, pour moi que je ne connaissais pas. Et bah, je vous la raconte ou pas? Allez-y, si vous connaissez. Juste, non, moi je connais pas, j'ai mes fiches. Alors en fait, elle est née, je pense, en Normandie. Alors c'était une jeune femme. Elle était pas grande, elle était plutôt costaude. Et puis, alors elle a tout fait. Hein. Elle a été la lutte gréco-romaine. Elle s'est fait même opérer. Je vous dis pas d'où, pour mieux tenir. Elle faisait de la course automobile pour mieux tenir son volant. Elle a fait elle a joué au foot, elle était lanceuse de disques, enfin elle a une vie incroyable. Elle veut en 28 se présenter aux Jeux Olympiques. Le problème c'est qu'on lui refuse les Jeux Olympiques parce que pour mœurs bizarres, en fait compte, elle était bisexuelle, et à cette époque, être bisexuelle, c'était pas possible parce qu'elle se montrait un peu partout avec des hommes, des femmes et tout. Elle va se marier, elle a 10 000 vies mais alors la tragédie de cette femme, c'est que elle est invitée en 36 aux Jeux Olympiques à Berlin. Et elle va être contactée par les services de renseignement allemands. Elle va travailler dans un premier temps pour les services allemands et elle va devenir une collaboratrice quand les nazis vont être à Paris. Elle va faire partie de la bande, une horreur, de la bande à la fond. Vous savez, ces collabos, c'est des collabos français, les pires qui existaient. Elle a été absolument abominable. Mais elle fait penser à Darnan, parce que justement le parallèle, c'est qu'elle a été en 14 courageuse, elle était ambulancière. Donc c'est comment ces personnages qui sont ambulancières, qui sont plutôt sympathiques au début, hein, parce que c'est une femme qui veut briser les codes. Voilà. Et c'est impressionnant. Et elle est un peu victime, elle se rebelle contre ça, mais au lieu de se rebeller du bon côté, elle va prendre le mauvais chemin, et puis elle va avoir une fin tragique, c'est-à-dire qu'elle va être mitraillée sur une route de Normandie. Exactement, ouais. Elle va être tuée dans sa voiture, dans sa traction, avec 2 enfants. D'ailleurs, il y avait 2 enfants. Elle était condamnée à mort parce qu'en plus, elle servait elle recrutait les espions pour les nazis pour lutter contre les Anglais. Donc, vous voyez, elle a été condamnée par la Résistance, donc elle est morte. Il faut dire que c'est pas terrible. Hein. L'image, c'est une image ambiguë. Hein. C'est ça. Mais la série est extrêmement efficace parce que ça commence par justement le fait qu'on retrouve son corps. Oui. Et ça se lit comme une BD historique, mais ça se lit aussi comme un polar. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus on a vraiment envie de connaître sa vie. Parce que la première BD, pour l'instant, c'est un tome 1, on n'a pas encore raconté toute sa vie. Ouais. Et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. Et comment c'est arrivé surtout. Elle avait une phrase qui aurait pu faire plaire aux féministes s'il n'avait pas fini comme elle avait fini, c'est-à-dire une horreur au niveau idéologique et politique. Et elle disait, tout ce qu'un homme est capable de faire, Violette est capable de le faire. Je trouve que c'est assez résumé sa première période de vie. Bon, alors après, c'est une horreur. Hein, donc c'est ça. Mais sportivement, c'est impressionnant. Incroyable. Elle était en concurrence avec les hommes. Qu'est-ce que j'avais noté, elle a tout fait. Elle a fait water polo, pilote automobile, joueuse de foot, coureur cycliste, boxeuse. Alors boxeuse, elle castagnait avec les hommes aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas peur de rentrer avec les mecs. Elle a fait haltérophilie. Et moi, alors j'adore, elle a fait lutte gréco-romaine. Alors, je vous dis pas. Bon, quand vous la voyez en photo, moi je me serais pas frotté contre elle. Hein. Alors en plus, elle parlait comme un charretier. Voilà, c'est une grande furieuse. Et alors, c'est qui est marrant parce que on parle de, c'est des gens, c'est assez bizarre le parallèle parce qu'il y a Darnan, il y a Marthe Richard, et puis là vient de paraître une biographie de Nicolas Dessiendorf
qui s'appelle Marthe ou les beaux mensonges, c'est chez Calmat Lévy. Alors Marthe, qui se souvient encore, le peu de gens qui s'en souviennent, c'est Marthe Richard, et Marthe Richard en 1945, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait fermer les maisons closes. Et l'image de cette femme qui en reste, c'est une sorte de faux cul, enfin c'est le moment de le dire, de bigote, de moralisatrice, voilà, en fait... On se dit, c'est pas une femme fréquentable, c'est une femme bon, sans intérêt. Et là, il nous raconte sa vie. Et c'est une vie, bah, c'est un peu comme l'autre. C'est-à-dire, c'est des femmes qui ont 10 000 vies dans une. Elle naît dans l'est de la France. Très pauvre, hein, une famille très pauvre. Le père, il est alcoolo. La mère, elle fait ce qu'elle peut pour protéger ses enfants, mais bon, elle peut pas grand-chose. Et puis pour une fille de pauvre comme ça, le seul truc qui restait, bah, c'était quoi? C'était de se marier, travailler, être couturière. Et elle, c'est pas possible. Elle veut pas se marier, elle veut pas de couturière, elle va se révolter et elle va partir à Nancy, dans la grande ville, mais sans rien connaître, et elle va tomber amoureuse d'un super bel Italien. Mais le mec, il est pas forcément très amoureux d'elle. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, le monsieur? Il va l'emmener dans une maison de ce qu'on appelle une maison de bain, qui est une maison, c'est un proxénète, hein, pour qu'elle se prostitue. En plus, Nancy c'est une ville de soldats, hein, c'est des casernes, donc elle va vivre beaucoup de choses. Elle va partir en Italie, elle va découvrir que le mec avec qui elle est n'est pas forcément amoureux d'elle et qu'elle va apprendre la vie comme ça. Elle va se retrouver à Paris, elle va fuir, elle va se retrouver à Paris, et là, dans une maison de passe, et ben il y a quelqu'un qui la remarque, un grand bourgeois qui tombe follement amoureux d'elle, mais alors follement amoureux d'elle. Ils vont être ensemble, elle va devenir une bourgeoise, mais vraiment une bourgeoise, hein, en province, avec la grande maison, voilà tout, les serviteurs, ainsi de suite. Elle va être, c'est quand même incroyable, elle va appartenir aux 6 premières femmes qui vont devenir aviatrices. Vous voyez, déjà, c'est quand même... elle passe de la maison de passe à la bourgeoise, à l'aviatrice. Elle va avoir plein de vie. Elle va faire la guerre. Et là, vous allez rencontrer, elle va croiser le chemin de Mata Hari. Alors, le problème de cette femme, contrairement à l'autre, l'autre, elle a vraiment fait tout ce qu'elle a dit. Elle, c'était une... Comment dire, elle mentait, quoi. Elle se faisait des trucs, donc elle a fait croire qu'elle était espionne au temps de la Première Guerre mondiale, qu'elle a été dans la résistance. En plus, ça a marché, hein. Elle a absolument fait des mémoires qui ont marché. Tout le monde a cru que c'était vrai. Elle a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on retrouve machin. Mais elle va s'en tirer. Elle va faire de la politique. Hein, elle va, voilà. Donc allez-y, c'est vraiment un roman. Moi, j'ai redécouvert une femme. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que ces femmes. Quelque part, elles ont été quand même pour la libération de la femme, parce que, alors à leur manière, d'une façon tragique, d'une façon qui peut être révoltante, mais à cette époque, pour elle, quand elle était dans le Nord, il n'y avait qu'une façon de s'en tirer, c'était son corps. Et on voit comment elle, proxénète, elle va fermer les maisons, non pas proxénète, mais prostituée, elle va fermer les maisons closes, ce qui se justifiait dans un certain sens, hein, parce que c'était des maisons d'abattage, hein, c'est-à-dire que les pauvres femmes, comme ça existe encore actuellement dans certains quartiers de Paris, dans le monde entier. Alors, je vais vous dire, hein, pour vous résumer, elle a été prostituée, espionne, femme d'affaires, résistante, collabo, écrivain, pionnière de l'aviation et politicienne. Ah ouais. Et, accessoirement, même beaucoup, monteuse. Donc, j'ai commencé ça, c'est vraiment, si vous êtes en vacances, voilà, ça c'est irrésistible, vous allez découvrir une époque, et ça va ensemble. C'est-à-dire que elle, c'est vraiment une crapule, enfin, je veux dire, elle est crapulesque à la fin. Elle est... Voilà, elle va pas franchement, elle va vraiment être résistante aussi. On reconnaît qu'elle était résistante, mais elle a fait pas mal de choses pas très sympathiques. Voilà, allez-y, c'est 2 femmes extraordinaires et qui, à leur manière, moi je trouve que c'est pas juste qu'on ne s'en souvienne pas, parce que elles ont été un peu victimes. Alors les gens vont me hurler dessus en disant on n'est pas victime quand on devient nazi comme ça c'est vrai, mais quelque part bon, elles ont quand même essayé à leur manière de sortir de leurs conditions. Ça s'est mal terminé. Voilà, c'est pas, on va pas juger, on n'était pas, voilà. Et mon dernier gros coup de cœur, adapté des textes de Stéphane Wool par Olivier Vatine et Varada, La mort vivante. Alors déjà, Stéphane Wool, auteur de SF des années 50, super bien. Faut savoir que La mort vivante, c'est une série spin-off. Spin-off, c'est une série à côté d'une autre série qui était New York. New York hyper connue, l'histoire d'un petit garçon noir qui va partir à l'aventure pour chercher une nouvelle ville. Et on est vraiment, voilà, on est dans une histoire à côté.
l'histoire d'une jeune fille qui va décéder. Et ses parents vont tout faire en fait pour lui redonner vie. Malheureusement, lui redonner vie, on ne peut jamais redonner la vie à quelqu'un sans avoir à payer quelque chose en contrepartie. Et est-ce que la contrepartie va pas être très très lourd? C'est super bien, c'est très rapide. Stéphane Wool, moi j'adore. Il y a du suspense. Il y a du suspense et puis c'est magnifique. Le dessin est juste super. La couverture elle est belle, hein. Ah ouais. Magnifique. Hein. Donc là franchement. Et puis un maître au niveau du scénario, Olivier Vatine, c'est super bien, un grand maître de la SF. Vous pouvez lire presque tout de lui. Et Baranda c'est l'illustrateur. Baranda ouais c'est un des trois. J'arriverai pas à le dire. Le dessinateur. D'accord. Donc c'est chez Comic Bureau. Une nouvelle édition d'ailleurs qui était avant la série était chez Ankama. Je sais pas ce qui s'est passé pour que le Comics Bureau soit tout seul. Et voilà, hein, donc ça c'est encore un bon conseil. Alors là je vais vous parler d'un... c'est un événement là, hein, c'est vraiment un... Polar. Il y a des grands moments dans l'année comme ça où on se dit on a un bouquin qui est différent des autres, qui va marquer l'année, qui va marquer les esprits à sa manière, qui est complètement différent et qui dans la rentrée littéraire, en plus c'est un livre dont il n'aura pas de prix, hein, il sera ni dans le féminin, ni dans le Goncourt, ni rien parce que... Alors au départ, le monsieur il s'appelle Jacques Sausset, c'est un... Voilà, le livre s'appelle Enfermé avec un point E, et c'est chez French Pulp. Alors Jacques Sausset, c'est un éminent, excellentissime auteur de polar que j'adore, hein, qui a fait entre autres Le Loupin, que j'avais adoré aussi. Et puis voilà, il fait des bons polars. Et là, il nous donne quelque chose qui va vous... il y a des livres que vous prenez en plein dans la gueule, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. C'est l'histoire... Alors, ça commence au début, c'est un braquage. Il y a 3 personnes, dont une jeune femme. Il y en a 2 qui vont se faire descendre et elle reste toute seule. Le problème, c'est qu'elle va vous raconter sa vie, elle va se retrouver en prison et là va commencer un cauchemar. Et vous demandez pourquoi le cauchemar commence. Tout simplement parce qu'elle va vous raconter sa vie. C'est c'est un petit garçon, en fait, c'est une jeune fille qui a un corps de petit garçon, c'est-à-dire ce qu'on appelle un transsexuel. Elle a un père qui l'a reconnu, mais du bout de, voilà, vraiment des bouts des lèvres, c'était un mec qui draguait à mort, il est resté avec cette femme parce que, comme la femme avec qui il a fait cet enfant n'était pas majeur, donc il n'avait pas trop le choix. C'est leur histoire. Alors le père, lui, il veut un mec, il veut un petit garçon, c'est, voilà, le petit garçon, il est là, et il doit jouer au foot, vous savez, comme tous les pères aiment, voilà, il va courir après les filles, il est, voilà. Et pas du tout, elle se considère, elle est une fille, donc elle va rentrer en conflit, elle va s'enfuir, et c'est l'histoire de ces gens, leur souffrance au quotidien. Alors c'est d'une force incroyable. Alors c'est pas un livre à thèse, enfin c'est un livre à thèse, mais qui a l'intelligence de ne pas le paraître. Donc c'est quelque chose, vous êtes dedans complètement. Vous allez voir les souffrances de ce gamin dès l'école, hein, parce qu'à l'école il est différent. Les autres gosses le comprennent pas, ils le traitent comme on traite les gosses impitoyablement de PD, de tout ce que vous voulez. Il va s'en prendre plein la tête, il va s'en prendre vraiment physiquement plein la tête. Il va aller en prison après ce casse, alors je vous dis pas la manière, donc ça. Et puis il y a du suspense, hein, quand même. Pas de mots pour le raconter parce que c'est tellement fort, et puis c'est un sujet tellement très particulier, enfin c'est très difficile parce qu'on a peur j'ai peur en vous en parlant de dire oh là là, c'est pas pour moi, c'est enfin c'est, voilà. Et pas du tout, c'est un grand livre. Et alors il y a du suspense aussi parce que on va retrouver cette jeune fille qui va se faire employer dans un hospice avec, il y a beaucoup de vieillards. Alors la caractéristique de cet hospice, c'est que tous les employés sont des anciens, soit des violeurs, soit des pédophiles, et le directeur de l'hôpital, enfin de l'hospice, essaye pas de les réinsérer, mais disons de leur redonner une certaine vie à travers le devoir face aux vieillards. Et vous allez savoir, alors il y a un suspense, alors la vie dans cet hospice, je vous dis pas, elle aussi, alors vous allez voir aussi la vie sexuelle de cette jeune femme, qui a décidé de ne pas se faire opérer, donc c'est très particulier. Et vous allez voir la fin, et la scène de fin, c'est la dernière page. Il n'y a pas de violence physique, mais il y a une scène dont vous vous souviendrez toute ma vie, et moi je m'en souviendrai toute ma vie. Un monsieur qui danse et elle qui est devant le monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette scène est inoubliable? Pas un mot, rien du tout. Et là, tout est là pour arriver là. C'est-à-dire que tout ce livre est là. C'est un livre absolument fabuleux. Ça devrait être...
Voilà, c'est pour moi, on s'en prend, voilà, c'est une référence, c'est quelque chose dont vous vous souviendrez très très longtemps. Puis c'est aussi la découverte des souffrances des transsexuels. Je suppose que Saussay a dû connaître quelqu'un qui a vécu ça pour en parler avec autant de. Mais alors c'est fait avec sans fausse pudeur, mais avec pudeur. Il n'y a pas de. C'est cru parce que c'est la vie telle qu'elle est, on n'essaye pas de vous tromper sur les souffrances de ces gens, sur la haine aussi qu'elle peut ressentir, sur la colère, le désespoir, les souffrances et tout ça. C'est absolument grand roman, et on appelle ça un polar, mais en fin de compte ça devrait être... Moi, si avec moi, je lui donnerais le prix Femina, parce qu'au niveau des femmes, je trouve que ça a un retentissement énorme, et je trouve que les journalistes devraient en parler beaucoup, pas sous le couvert seulement du polar, mais sous le couvert d'exposer ce qu'est la vie d'un transsexuel en France actuellement, depuis l'école jusqu'à nos jours, sans tomber dans la casse-prison forcément, mais la casse-prison c'est un peu le symbole de la quintessence des souffrances. Voilà. Pour moi, c'est un des grands livres de cette année, et je pense qu'à la Griffe Noire, comme on fait des prix parallèles, on va certainement lui donner le prix Femina Griffe Noire, ne serait-ce que par le sujet et le talent avec lequel il parle de ce sujet. Voilà, ça s'appelle Enfermé de Jacques Saussay, c'est chez French Pulp. Et ben voilà, c'est chez French Pulp, mais je vous le prends avec plaisir. On va rester... T'as plus rien? Non, j'ai plus rien, moi. Il a plus rien. C'est pour ça que je lui dis de les faire tous, comme ça je suis tout seul. Juste pour signaler, on va pas faire 3 tonnes là-dessus, mais c'est génial. C'est un livre que toutes les petites filles devraient lire avec leurs parents et leurs mamans, et que tous les garçons ils devraient lire aussi, parce que pour leur montrer que les filles c'est aussi intelligent, aussi courageux, et que voilà. Ça s'appelle L'Histoire du soir pour les filles, Rebelle 2, le 2e tome. Alors il y a plein, il y a des sportifs, il y a tout, hein. Il y a des aventurières, c'est historique. Et puis c'est surtout pour montrer aux filles et aux garçons accessoirement que quand on veut, avec beaucoup de courage, de ténacité, on peut réaliser ses rêves, même si c'est difficile, même si on souffre, même si c'est pas tout de suite, on y arrive. Et je trouve que les 2 tomes, ça devrait être obligatoire. D'ailleurs, et la semaine prochaine, on vous montrera un sur les garçons. Sur les garçons, les garçons, c'est pas, voilà, les garçons, c'est pas évident non plus, pardon. Ah oui, alors vient de paraître, je vous le signale parce que voilà, vient de paraître Simone Veil et les siens avec une magnifique préface d'Annick Cogent. J'adore Annick Cogent, avec voilà, regardez, des tas de photos. Alors vous avez plein de photos inédites. Cette femme était extraordinairement belle. Parce déjà, d'un certain âge, elle avait quand même ses yeux absolument incroyables, mais elle avait, voilà, elle était magnifique. C'était voilà, ouais, allez, regardez, alors c'est chez, je vous laisse sécher les Grasset, allez-y, c'est une pure merveille. Où j'en suis, alors, Un polar? Non. Celui que vous me demandiez, alors là, non, juste pour vous signaler que les éditions Mercure de France, après notre appel, ont fait un petit effort. Et pour ce que je considère être un des doudous littéraires de l'année, nous, alors les retours des lecteurs sont incroyables. J'ai rarement, voilà, il y a des retours comme ça sur des livres. Il y en a très peu, comme Les Filles de la Mer, je crois que c'est Les Filles de la Mer, Les Filles de la Mer, qui était l'histoire de ces femmes coréennes qui avaient été emmenées par les japonaises, où les retours avaient été incroyables. Et ben là, c'est pareil, mais pas dans le même sens. C'était un livre qui s'appelait Les Inséparables de Julie Cohen chez Mercure. Alors ça, les enfants, je crois qu'ils en ont réédité que 400 exemplaires. Vous le commandez tout de suite pour vos cadeaux de Noël. Pour vous, c'est un doudou. C'est l'histoire de gens simples. C'est l'histoire d'amour de gens simples. Lui, il va avoir 80 et quelques années. Il a Alzheimer. Vous allez le voir rentrer dans la mer pour que sa femme ne souffre pas. Et c'est l'histoire de leur vie. Il y a tout, la nature, la mer, les secrets. Vous avez tous vécu ça, ces petits, vous savez, les petits bonheurs, les petites peines, puis les grandes peines et les grands bonheurs. C'est incroyable, et je trouve ça tellement scandaleux, mais tellement scandaleux, qu'on nous emmerde avec le dernier Angot, qu'on nous emmerde avec les Bec BD, qu'on nous emmerde avec des tas de trucs qu'on voit sans arrêt, et que les journalistes soient passés à côté de cette... Mais même nous, on est passé à côté, parce que c'est pas un nouveau livre, soient passés à côté de cette pure merveille. C'est pour moi une... Vraiment, c'est lumineux, c'est brillantissime, c'est tendre, c'est humain, vous cherchez un peu de réconfort, vous cherchez, vous savez, ce que la littérature, on aime dans la littérature, c'est-à-dire tout oublier, voilà, on est dedans, on oublie, voilà. Et ben ça, vous précipitez-vous, c'est Julie Cohen, ça s'appelle Les Inséparables, c'est chez Mercure de France, vous hurlez après votre libraire pour qu'il en ait, sinon vous hurlez après Mercure de France. C'est parce que
il n'y a pas de raison, 400 exemplaires, alors qu'ils refont 100 000 exemplaires, pas chez eux, mais d'autres trucs de merde, pas possible. Moi, je vous dis, faites une croisade des pancartes, envoyez des mails par milliers au Mercure de France pour qu'ils rééditent cette chose. Et ça serait bien, on devrait faire un prix des loupés, enfin, vous savez, des oubliés de l'année. Je crois qu'on va peut-être le faire, même nous. C'est-à-dire l'oublié de l'année dernière, quoi. Et donc, je pense que celui-là, il aura le prix de l'oublié de 2018, parce que c'est vraiment, j'ai honte de chez honte d'être passé à côté de ça, et que, voilà, et que, en plus, le Mercure de France, faut lui faire comprendre, c'est pas parce qu'un livre est paru il y a 5 mois que c'est vieux, parce que sinon on ne lirait plus ni Stendhal ni Proust, et puis ni plein de gens, donc ça serait bien que 400 c'est pas mal, mais et puis si vous voulez justifier le truc, achetez le bouquin, lisez-le, parlez-en pour que le Mercure se rende compte que là, ils ont une pure pépite, les enfants, allez-y, c'est vraiment mon grand coup de cœur avec Sausset, et remercions quand même le Mercure de France d'avoir, juste un truc, c'est que la couverture nouvelle, ils ont dû pas avoir assez d'argent pour le bleu, parce que le bleu il était très foncé, et là maintenant il est très, voilà, il a passé, bientôt il va plus avoir que le, à mon avis bientôt ils mettront plus l'auteur, ils mettront plus que les inséparables, après il y aura plus la bande et il y aura plus rien, quoi. Mais allez-y, c'est un pure merveille. On va faire ces 2 pures merveilles en livre de poche. Jean-Luc Seigle, La femme à la bicyclette, qui était vraiment magnifique, et l'histoire de cette, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça je trouvais ça scandaleux que ça n'existe pas en poche. C'est l'histoire de cette jeune femme, oui, de cette femme d'un milieu très simple, elle est caissière dans un supermarché, je crois, et puis son mari la quitte, elle a 2 enfants, elle va se battre pour garder ses enfants. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de permis, rien du tout, elle est toute seule, elle est désemparée. Et puis un jour, elle trouve une motocyclette. C'est une motocyclette, hein, c'est ça qu'on appelle ça? Oui, mobilette. Vous savez, les vieilles mobilettes, les mobs. Et la mobilette, pour elle, c'est la liberté, parce qu'elle va pouvoir, elle était au chômage, elle va pouvoir trouver un emploi. Elle sait pas vraiment ce que c'est que l'amour, parce qu'elle a fait 2 enfants, mais avec un mec qui apparemment, bon, n'est pas terrible. Et elle va rencontrer l'amour sur un parking, avec un chauffeur de camion. Ça va être vraiment une passion incroyable. Je vous dis pas la fin. Je lui en veux encore de la fin. D'ailleurs, je vous le dis. Je lui dis, mais ça pouvait pas finir autrement, parce que la vie, c'est souvent comme ça. C'est, voilà, c'est pas cher, un grand moment d'émotion, comme Olivia El-Kaïm, Je suis Jeanne et Buterne, qui est vraiment, alors ça aussi, là vous prenez ces 2 petits livres, vous n'en avez pas pour cher, et vous avez 2 grands moments d'émotion. Et Buterne, c'était une jeune femme bourgeoise qui a une passion, c'est peindre. Alors bourgeoise, hein, banlieue parisienne, très bourgeoise, elle va dans une école de peinture et elle tombe sur qui? Déjà, elle manque pas de trucs, elle tombe sur Modigliani. Donc, vous voyez, elle choisit pas n'importe qui. Lui, alors, il est italien, passionné et tout. Elle va tout laisser tomber pour lui. Lui, c'est Montparnasse, hein, donc le sexe, l'alcool, les copains et tout. Elle va avoir des enfants avec lui. Il va la tromper. Il va être malade. C'est une passion absolument incroyable. C'est comment une femme essaye, elle laisse tout tomber. Pour être libre, pour prendre son destin en main, et puis comment la société va se venger quelque part. Je vous dis pas comment elle va mourir, parce que ça fait partie du truc, simplement pour vous dire que quand Modigliani va mourir, elle va être enterrée à Montparnasse avec ses copains, et elle va être enterrée dans une banlieue parisienne, toute seule, dans une tombe. Et ce ne sera que dans les années qu'ils seront réunis. Vous avez, alors si vous donnez un truc, vous allez voir les albums consacrés à Modigliani, vous verrez, il y a plein de modèles, parce qu'elle va devenir modèle de Modigliani, et il y a plein de photos d'elle absolument fabuleuses. Il s'appelle Ludovic Miserol. C'est lui qui avait fait, il a fait une maison d'édition, il parlait de Marie-Antoinette, voilà. Et puis il y avait autre chose, mais je m'en souviens plus. C'était le petit copain, le gars qui était avec Madame Dubarry. Enfin, c'est pas grave, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Là, il vient de sortir l'affaire Rose Keller, c'est chez French Pulp, décidément French Pulp. Et ça, c'est Sade. C'est l'histoire d'une, incroyable, parce que c'est Sade vu du côté des femmes, parce que quand on parle de Sade, c'est toujours des hommes qui parlent de ça, c'est-à-dire on dit oh, c'est pas bien, mais en fin de compte quelque part bon, voilà, ils ont une vision masculine de Sade. Et là c'est l'histoire d'une jeune femme, hein, qui son mari est mort, elle est pauvre, elle est à Paris, et puis elle voit un mec descendre d'un carrosse, lui proposer de faire le ménage, elle est au bout de truc, elle se dit il a l'air à peu près normal, elle rentre dans le carrosse et là commence le truc, c'est déjà le carrosse, c'est fermé par des volets tout d'un coup, donc elle se retrouve à la campagne et elle va se retrouver dans l'endroit où Sade faisait en partie ses horreurs, quoi, parce que c'est pas autre chose, hein. C'est l'exploitation des femmes, du corps des femmes. Vous allez voir qu'il n'était pas tout seul.
vous allez voir comment, c'est la quintessence de la souffrance, du viol, de tout, mais c'est ça qui est très intéressant, enfin c'est très intéressant parce que c'est le vu féminin, c'est-à-dire que là on voit ce que cette femme, elle est prise au piège, elle est prise, parce que souvent on a une espèce de mythologie sadienne là, en disant oui mais c'est une vision du sexe, machin, la jouissance et tout, là c'est pas du tout ça, hein, et voilà, ça se lit, c'est hyper bien fichu, vous êtes scotché par le bouquin, et ça remet en question pas mal de choses et en lumière une manière différente de lire. À loin. Christine O'Krent, qui n'est pas ma tasse de thé, m'énerve, je trouve qu'elle a le mollo. Enfin bon, ça c'est une affaire personnelle. Qui vient de paraître, je l'ai lu et qui m'a absolument passionné. Ça s'appelle Le Prince Mystère de la... Voilà, ça s'appelle Le Prince Mystère de l'Arabie. Vous savez, c'est le nouveau prince qui est soi-disant Trey Jones et qui libère l'Arabie Saoudite. Alors là, vous allez voir en lisant d'où il vient, comment il y est arrivé, la personnalité du type qui est beaucoup plus ambigu que ce qu'on voulait en faire. C'est pas Obama ni Bill Clinton, hein, et il est en plein dans l'actualité parce que c'est quand même, il est apparemment à la base de la disparition et du meurtre de ce journaliste d'Arabie Saoudite en Turquie, dans le fameux consulat où on lui aurait tranché les mains, la tête en écoutant de la musique. Vous voyez, et que tous les gens qui ont été vus avec ce type le dernier étaient quand même des gens très proches de ce prince. Donc c'est un livre très important, puis en plus ça vous parle de l'Arabie Saoudite et ça vous remet tout en contexte. Vous voyez, elle a fait un bon boulot, ça se lit, c'est une bonne écrivain, enfin c'est une bonne journaliste, donc, et je trouve que c'est un livre à lire absolument... Chez Robert Laffont. Voilà, ça s'appelle Le Prince Mystère de l'Arabie. Oui, ouais. Et ne vous fiez pas à sa tête et à son sourire, à mon avis. Oui, je suis d'accord. Je n'aimerais pas vivre en Arabie Saoudite, et si vous êtes une femme, encore moins. Hein. Donc, et là, on va juste finir par une de mes idoles. Et je trouve que c'est un très, très, très grand livre. Je sais qu'il y en a qui vont... mais j'en ai rien à foutre. C'est Éric Roussel, Valéry Giscard d'Estaing, c'est aux éditions de l'Observatoire, et je trouve que c'est un livre très 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 important, parce que là on parlait de Simone Veil, et cet homme a été brocardé, alors il y a des raisons, hein, c'est-à-dire son côté Louis XV, les diamants, bon, même si tout ça c'est pas très net, on va voir que cet homme a été un des présidents de la République qui a le plus changé le quotidien des Français. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est à la base de la loi Simone Veil, c'est quelqu'un qui a donné la majorité à 18 ans, c'est quelqu'un qui a fait des tas de choses au quotidien, des lois, des grandes et des petites. Et par exemple, je ne savais pas, mais les questions, ça nous paraît exister depuis tout le temps, les questions, vous savez, aux parlementaires, pendant les sessions parlementaires, c'est lui. Il y a plein de choses comme ça. En plus, il est comment on dit, pas du Cantal, mais presque auvergnat. C'est tout d'où il vient, sa montée. C'est comment ce type, en fin de compte, il a qu'un désir, c'est d'être aimé, mais il est très 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 maladroit. C'est une machine intellectuelle absolument incroyable, mais c'est surtout une remise, comment dire, on peut ne pas être d'accord avec ça, hein, mais je veux dire, on le remet derrière le guignol, on remet le vrai personnage et de l'importance du personnage pour la société française, et je trouve que les premières années, les premières choses qu'il a fait ont été hyper importantes, ont vraiment changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et que la société française après n'a pas été la même si après il est presque devenu une caricature de ce qu'il aurait voulu être. Allez-y, ça se lit pareil comme un roman, c'est vraiment hyper bien fichu. Et Éric Roussel, c'est un biographe français absolument carré, très documenté, qui écrit bien. Il avait fait une biographie absolument exceptionnelle qui était la biographie de Pompidou, qui est chez Tempus. Pompidou, même type, on connaît Pompidou parce qu'il est mort en explosant, pour ainsi dire, et oui, c'est pas. Et en fait, voilà, c'est un très très grand biographe français. Voilà, donc on a fait le tour là. On est pas mal, hein, quand même. Je pense que on peut pas faire mieux n'importe comment. On fera peut-être un peu plus de polar la semaine prochaine, la semaine prochaine. Pourquoi je veux dire l'année prochaine. Et 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Le 7 novembre. Le 7 novembre. On n'est pas en vacances le 7 novembre. Ah bah non, on n'est pas en vacances. Et non. Ah bah non, on n'est pas en vacances. Alors par contre, on vous remercie de nous avoir écoutés. Lui aussi, il est très content. Ah, je suis très content. Voilà, merci pour vos commentaires aussi. Oui, dites-lui que son t-shirt est très beau, parce que sinon on va pas en entendre parler pendant machin. Ils vont dire que oui, ils n'ont pas aimé mon t-shirt, ils n'ont rien dit. Alors bon là. Vous avez gagné le concours de t-shirt, à ce qui paraît sur YouTube. On a eu un commentaire comme quoi il préférait votre t-shirt. Oui, mais ça c'est normal, c'est l'âge. Vous savez, ils commencent, ils se disent, le vieux il en a plus pour longtemps, donc
le jeune, on va encore. Ceci dit, si vous voulez nous revoir, et moi en particulier, vous allez sur la chaîne YouTube La Griffe Noire, vous allez sur les pages Facebook La Griffe Noire, Gérard Collard, vous allez sur Amstramgram, oui je sais, mais j'adore Amstramgram. Sur Facebook. Oui, Facebook, il m'écoute pas, hein, c'est ce que je viens de dire. Et puis c'est tout, on a tout. Et puis à la télé, à la radio. Oui, ça c'est pour rendre jaloux tout le monde. Sur France 5, dans le magazine de la santé, avec la merveilleuse, terriblement. Marina Carrère d'Ancos, dans le. C'est quoi? C'est le vendredi, à partir de quelle heure? 13h40. Ouais, avant, ça sert à rien, je suis pas, donc vous venez me voir à part pour vous là. Il y a Sud Radio avec l'extraordinaire, la divine, la mythique Valérie Expert, c'est aussi le vendredi. Et vous avez maintenant, vous avez Canal+, pour ceux qui me détestent, c'est le lundi à partir de 20h. Et même, souvent maintenant, le mercredi à 20h. D'ailleurs, si vous m'avez loupé, mais vous regardez le podcast, ça va être je suis tellement brillant. Puis en plus, la lumière de Canal+, j'ai l'air d'avoir 20 ans de moins, c'est sublime. En plus, la présentatrice, elle est absolument charmante. Isabelle Moreau. Charmante, absolument. Et le monsieur qui est avec elle aussi, il est gentil, mais c'est un monsieur, donc c'est moins intéressant. Hein, voilà. C'est pas, oui. Et puis les barbus, j'aime pas les barbus. Ah pardon. Et voilà, donc vous pouvez nous rencontrer. Puis alors, ce qui est quand même le mieux, si vous voulez le voir en vrai, vous venez à la Griffe Noire et puis vous verrez, il est là, il est toujours là. C'est voilà, moi ça m'arrive. Bon, allez, à bientôt. Et abonnez-vous. Oui. Ah oui, abonnez-vous à la chaîne. Ah oui, parce que alors là, ça va. Et les pouces bleus. Les pouces bleus. Ah oui, les pouces bleus. Oui, les pouces bleus. Voilà. C'est pas one shot, hein, c'est plusieurs shots. À bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, j'espère que vous ne serez pas déçus par nos conseils. Bonsoir. Bonne soirée.